Il s'agit du panel qui nous donnera l'occasion de côtoyer de sémillants intervenants. Passionné auditoire, je sais que ce soir, si vous êtes là, c'est pour comprendre. Pour la première fois, des personnes se mettent ensemble pour parler de la trisomie 21. Alors, pour démarrer, en termes de données chiffrées, c'est vrai que vous en avez parlé rapidement. Il est estimé qu'une naissance sur 700 est environ impactée par la trisomie 21 dans le monde. Faisons de cette anomalie une maladie chromosomique plus commune. Docteur Bissouma, pouvez-vous clairement nous définir ce que c'est que la trisomie 21? Qu'est-ce que c'est que la trisomie 21? La trisomie 21, c'est ce qu'on appelle syndrome de Down, comme on le disait précédemment. C'est une maladie génétique. C'est une anomalie génétique qui arrive parce qu'il y a une modification en fait en position 21, voilà, parce que c'est la trisomie la plus connue. Il existe d'autres formes de trisomie 18, la trisomie 13, etc. La trisomie 21 étant celle qui est la plus connue. Et en fait, on a tous, en fait, un être humain a 23 paires de chromosomes. Vous voyez, 23 paires de chromosomes. Pour chaque paire de chromosomes, il y en a 4. Et ce qui fait qu'on est soit une femme, soit un homme, c'est parce qu'en fait, en plus de ces 46 chromosomes, on a soit un X et un X, donc on est une fille, un X et un Y, et donc on est un garçon. Et les gènes que nous avons, on en reçoit un de la mère et un du père, en fait. Pour vous, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés au quotidien dans la prise en charge scolaire des personnes, des enfants porteurs de la trisomie 21? Merci. Alors, il faut dire que pour la scolarisation de ces enfants, c'est un véritable problème. Un véritable problème pour les parents. Parce que ces enfants ne sont pas acceptés à l'école normale. Je dis ce qui est et ce que je connais et ce que je vois. Ils ne sont pas acceptés à l'école. Donc, du coup, la prise en charge est très mal faite. Il n'y a même pas de prise en charge parce que un enfant qui ne va pas à l'école, qui est à la maison, puis après le parent est à la recherche d'un centre spécialisé pour la prise en charge de son enfant. Au moment où le parent arrive, l'enfant est déjà grand. Or, si on commence plus tôt la prise en charge est précoce, mieux on améliore la qualité de la vie de cette personne. Je le dis parce que j'ai une petite chez moi au centre. Vraiment, le suivi de sa mère, vraiment, elle a été vraiment suivie dès le bas âge. Et aujourd'hui, elle a 18 ans. Et elle va présenter le CP candidat libre. Bravo, bravo, bravo. Alors, c'est un travail vraiment de longue haleine qui a été fait. Vraiment, et les parents n'ont pas baissé les bras. À chaque fois qu'ils baissent les bras, je leur dis non, on continue, on ne va pas s'arrêter. Un travail donc de longue haleine sous votre, on va dire, vos orientations. Et que je retiens, Madame Kiefolo, c'est qu'il y a une formation qui est faite pour les éducateurs spécialisés. Mais on a l'impression, tout à l'heure, vous disiez que rien n'est fait et que les parents tournent avant de trouver une école. Alors, pourquoi tous ceux qui sont formés au sein des écoles du public ne rejoignent pas les écoles publiques et vont s'entasser dans le privé? La population a l'impression donc d'être un peu, on va dire, anarquée par le système. Que faites-vous pour que, au niveau de l'éducation, justement, les compétences soient disponibles au sein des écoles publiques? Ça, c'est le véritable problème qui est posé. Parce que c'est vrai qu'on forme les éducateurs spécialisés, on forme les enseignants, mais est-ce qu'ils sont formés à la prise en charge des enfants à besoins particuliers? C'est ça la grosse question.
est-ce qu'ils sont formés à ça? Ils ne sont pas formés à ça. Et chacun s'élève, se dit, bon, avec l'arrivée de la littérature, essaie de faire tant bien que mal. Donc, du coup, l'école peut pas... au début, l'école va dire, on va le prendre. Mais arrivé à un certain moment, vous êtes un exemple palpable. On vous dit que non, on ne peut pas. Vous voyez, le temps perdu. Vous voyez, alors que si, à la base, on faisait... C'est vrai qu'on donne des notions, mais j'aurais souhaité que ça soit vraiment un module même, qu'on fasse des curricula de formation concernant les enfants à besoins particuliers. Ok, d'accord. Merci bien. Donc là, vous venez de lever un pan de difficultés que nous avons au sein de la formation des professionnels même, du personnel de formation. Donc je pourrais dire que vous êtes en train de nous dire là, en réalité, que la Côte d'Ivoire a besoin de vrais formateurs, de personnes qui sont capables d'encadrer, de veiller à la prise en charge de nos enfants. Parce que, tout simplement, je dis, 1,8 million, le montant le moins élevé, c'est quand même 800 000. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ces observations que vous avez faites tout à l'heure, quelles sont les solutions que vous pouvez nous donner? Allez. Alors, les solutions, c'est ce que Madame la vice-présidente a dit, le plaidoyer. Parce que, et comme ce que Madame Kouadio l'a dit, si vous les parents, vous ne vous mettez pas ensemble pour pouvoir faire un tapage, nous les professionnels, on essaie de faire ce qu'on peut faire, mais si vous les parents, vous prenez des pancartes, vous partez devant l'Assemblée nationale, vous venez devant les droits, quand vous n'êtes pas fatigué, vous faites. Et moi, je pense que vous aurez gain de cause. Merci beaucoup, merci beaucoup. La transition est parfaitement faite pour recevoir sur notre plateau, je dirais, Dr Bougassaka-Gervais qui nous rejoint. Mais je suis heureux d'être là, parce que c'est une question qui nous préoccupe. C'est vrai que nous défendons les droits de l'homme, mais il y a des personnes que nous oublions, bien souvent, notamment les handicapés, et plus particulièrement ces enfants-là. Et moi, avant de répondre à votre question, je voudrais prendre au mot ma voisine, avec beaucoup de plaisir. Vous voyez, nous sommes des activistes, des défenseurs des droits de l'homme. Souvent, quand vous regardez les médias et tout, on nous considère même comme des opposants. On prend parti contre le pouvoir, très souvent. L'action qu'elle vient de décrire là, mais c'est une action activiste. Quand on va vous voir, on va vous arrêter. Et on va aller écrire que vous êtes des opposants. Parce qu'à la vérité, les droits de l'homme sont des buts du citoyen vis-à-vis du gouvernement. C'est ce que j'enseigne. Ça fait 30 ans que j'ai appris ça. Et donc, ce qu'on est venu faire ce soir-là, c'est une action des défenseurs des droits de l'homme. Vous avez dit quelles sont les lois qui encadrent, et je suis en plein dedans. Non seulement mon pays a ratifié une convention, mais mon pays ne s'est pas arrêté là. Mon pays a pris une loi. Mon pays a adhéré à une convention internationale, une convention mondiale qui s'occupe de la question. Et de deux, mon pays a voté une loi. Laquelle loi a été promulguée dans les dispositions de mon pays, en Côte d'Ivoire ici. C'est qui dit donc la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que tous les droits de l'homme, nous les avons. Quand vous regardez la Constitution, on a tous les droits. Mais comment faire pour les obtenir? C'est ce que madame qui a parlé avant moi a dit tantôt. C'est vrai que je suis tombé après la Convention dans la loi, mais au-delà, la Constitution, tous nos étudiants, les citoyens la connaissent. Notre Constitution actuelle est très évoluée comparée à celle de 1960 et même de 2000, la Constitution de 2000. Déjà en 2000, on avait fait un travail à la Commission nationale des droits de l'homme, ancienne CNDH. On avait fait un travail, on avait remarqué que beaucoup d'articles prenaient en compte la question des droits de l'homme, de façon générale. Maintenant, ici, dans la Constitution d'aujourd'hui, c'est encore plus grave, totalement exprimé. Quand vous lisez, depuis le début, le préambule lui-même annonce clairement que l'État de Côte d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire s'est engagé à respecter les droits de l'homme, etc.
Et je viens de citer la loi. Regardez, tantôt, vous m'évoquez plusieurs dispositions. Je regardais, je vous donne tout le monde l'article 6. Bon. Le fait est connu. Les enfants sont trisomiques, etc. Ils vont grandir. Et notre problème à nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, c'est qu'au nom de ce que nul ne doit être discriminé, quelles que soient les circonstances, comment faire en sorte que dans l'évolution de ce pays, dans l'évolution du monde, ces enfants ne soient pas des oubliés, ne soient pas à côté, et qu'ils soient intégrés dans la société. Je vais parler par exemple de l'éducation, parce qu'il y a plusieurs problèmes. C'est vrai, vous avez parlé du droit à la santé, c'est un fait. Mais le droit à l'éducation me paraît beaucoup plus grave. Les personnes handicapées ont droit à l'éducation, soit dans les écoles ordinaires, soit à défaut dans les institutions spécialisées en fonction des besoins particuliers de chacune d'elles. L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales. Donc la question de la santé intégrée. Article 7, l'État prend en charge les dépenses d'enseignement et de formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés. Il participe en outre à la formation professionnelle et à l'apprentissage des jeunes handicapés. Je vois que tout le monde. Docteur Boga, vous venez d'ouvrir une lucarne tellement. Nous sommes tous dans cette salle étonnés. Je vous parlais de scolarisation à des taux tellement importants. Un foyer normal ne peut pas faire face aux charges scolaires. Et donc. Mais je terminais pour dire, vous voyez, c'est comme si j'avais fait une révélation. Ça existe. Oui, tout à fait, ça existe. Mais c'est nous, notre travail en tant qu'organisation. N'oubliez pas que les associations que vous créez pour les enfants trisomiques, pour les enfants handicapés ou bien les personnes handicapées, vous faites partie des défenseurs des droits de l'homme. Donc nous devons nous former entre nous. Parce qu'on n'est pas des spécialistes du droit, on n'est pas des médecins, mais si on conjugue nos efforts, on peut être éclairé. Pour moi, quand mon pays a écrit ça, ça veut dire que mon pays a une obligation vis-à-vis de moi. Mais si je ne vais pas avoir mon pays, parce que je vais terminer comme quelqu'un d'autre va parler. En fait, la gestion d'un pays, quand on a regardé nos défenseurs, nos dirigeants là, c'est pas trop compliqué. Hein. C'est une assiette dans laquelle il y a beaucoup d'argent et ils ont leurs priorités. Il dit, je veux faire la canne. Il va prendre une bonne partie de l'argent pour programmer la canne. Maintenant, moi, j'ai une préoccupation, c'est mon enfant. Donc, il faut que je fasse en sorte qu'il m'écoute pour que dans la canne là, on enlève un peu pour s'occuper de moi. Si je ne branche pas, il va continuer. C'est pour ça que les gens font les grèves. Les grèves là, c'est pour signaler que nous, on a des besoins. Regardez-nous aussi. D'accord, merci, docteur Boga. Non, merci. Nous allons continuer. Ne vous inquiétez pas. Toutes vos préoccupations seront prises en compte lors du partage du cocktail. Donc, on a un temps, il faut bien qu'on le respecte. On vient de lire un texte à propos qui parle de la prise en charge. Vous savez, mon fils, il était pris en charge par quelqu'un. Et puis, en chemin, la personne dit, je ne continue plus. Mais vous voyez, je n'ai plus d'argent pour vous payer. Alors, c'est compliqué. Quelles sont les dispositions? Sachant maintenant cette disposition étatique, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour qu'ensemble, parents et direction, on va dire, voilà, responsable d'établissement spécialisé, nous puissions faire un plaidoyer pour pouvoir avoir accès, on va dire nous, gratuitement, mais l'État vous paierait. Est-ce que vous êtes prête à mener ce combat avec nous? Alors, je vais faire une rectification. C'est pas l'État, c'est une personne de bonne volonté. Voilà, c'est une personne de bonne volonté qui a décidé de nous aider. Mais sinon, c'est vrai, il y a une subvention au niveau de l'État. La subvention est de 50 millions pour tous les handicaps. Tous les handicaps. Et en ce qui concerne le handicap cognitif, avec la direction de la promotion des personnes handicapées, nous sommes 14 structures. Et 14 structures, on nous donne 5 millions. Non. Non. Les 14 millions, 5 millions, c'est pour 14 ONG.
Donc, du coup, on se retrouve avec 400 000 qui ne paient même pas même ma facture du courant. Oui. La subvention. 5 millions pour 14 ONG. Voilà. Donc, voici nous percevons clairement les difficultés auxquelles sont confrontés les parents et les personnes porteuses de la trisomie 21. Je ne sais pas si Dr Bissouma peut intervenir concernant, parce que la partie des tests, vous voyez, le karyotype qui s'impose normalement pour confirmer le type de trisomie qu'on a, qui nous permet une meilleure prise en charge. Déjà ici, c'est même difficile. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire, ou bien quelles sont les réalités pour définir le type de trisomie du porteur? Mais vous voyez, cet article qui a été lu, il y a quelque chose qui a été dit, c'est vers la fin de l'article. C'est, Dr Boga disait, vous devez, c'est-à-dire que l'État a ses priorités. Si ceux qui sont concernés par une question ne se lèvent pas pour aller dire à l'État, c'est compliqué, on ne peut pas vous prendre en compte. Mais l'État, c'est qui? Oui, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Mais je veux dire, quand on est dans une institution publique, on a encore un peu plus l'État que celui qui n'est pas dans une institution publique. Je veux dire que moi, en tant que médecin, travaillant dans une institution de santé, je dis, quand j'entends ça, je me dis, on a une lucarne de légitimité pour dire qu'on peut travailler ensemble avec une institution publique pour que l'année prochaine, de santé, pour que l'année prochaine, on se dise, sur la base de ces textes-là, essayons de faire bouger les choses pour que ça s'améliore. Le test sur le karyotype, est-ce qu'il se fait ici? Oui, non. Non. On fait le prélèvement ici pour que ça parte. Et ça revient. Donc vous restez un mois à attendre les résultats. Donc je pense que, Dr Kodjo l'a dit au début, il y a un vrai plaidoyer à construire. Ce plaidoyer-là, il doit être réfléchi. Il doit être construit. Et je pense que la Pepsi aura peut-être besoin d'autres associations, d'autres professionnels, pour qu'ensemble, on regarde bien toutes les dimensions du plaidoyer et qu'on travaille. Sinon, aujourd'hui, faire un karyotype, parce que c'est le seul examen. Il y a une dizaine d'années, j'avais travaillé dans un centre d'éducation spécialisé, celui d'Abobo. Et les enfants trisomiques qui étaient dans ce centre, beaucoup n'avaient pas les caractéristiques, à part le visage, ils n'avaient pas les caractéristiques de la littérature. C'est-à-dire, on dit dans la littérature qu'il y a un seul pli dans la main. Et moi, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'enfants trisomiques qui ont les plis comme nous, qui ont les 3 plis. Donc, il y a des questions importantes autour de la recherche, il y a des questions importantes autour de la formation, il y a des questions importantes autour de la santé, de l'éducation et à un moment de la professionnalisation. Vous voyez? Donc, je trouve que la meilleure stratégie qu'on pourrait retenir, c'est de se dire, construisons ensemble un plaidoyer pour que les choses commencent à bouger dans le bon sens pour les personnes en situation de handicap. Parce que ce que l'État a ratifié, c'est vrai, hein, mais c'est souvent pour les handicaps visibles, physiques, mais tout ce qui est du domaine de l'handicap intellectuel, de l'handicap cognitif, de l'handicap mental, c'est très peu pris en considération, pour dire pris en compte. Alors, docteur, merci beaucoup, parce que là, il y a la panéliste, Madame Kefolo, qui souhaiterait apporter Moi, les enfants autistes que j'encadre, quand on va, ceux qui doivent passer l'entrée en 6e, quand on doit les inscrire, il n'y a pas le handicap cognitif. Donc, je suis en train de me battre. Là, on est obligé de nous mettre avec les aveugles. Vous voyez? Donc, je suis en train de me battre pour que le handicap cognitif soit reconnu. Sinon... Merci pour cet ajout. Je passe maintenant la parole à Dr Boga pour votre dernière intervention. Le texte est là. N'hésitons pas à l'interroger sur ce que l'État lui-même il a mis dans les caractéristiques ou dans les types de handicap qu'il prend en compte. L'article 1er, d'accord? L'article 1er vous dit les dispositions de la présente loi s'appliquent
aux personnes dont l'intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l'effet d'une maladie ou d'un accident, en sorte que leur autonomie, leur aptitude à fréquenter l'école ou à occuper un emploi s'en trouve compromise. C'est pas moi qui l'ai écrit. Ensuite, ils ajoutent qu'il s'agit de personnes présentant notamment, premier tiret, handicap physique, handicap psychique, handicap visuel, handicap auditif, des infirmités motrices cérébrales. C'est tout à fait clair, complet. Merci pour ce rajout qui a été fait. Cher auditoire, attendez, on va faire votre dernier tour de passage. Nous apprécions la passion avec laquelle vous suivez les panélistes, parce que vous êtes tout à fait engagés, ONG ou parents d'enfants porteurs de la trisomie 21. Je vous disais tout à l'heure que les débats vont continuer au-delà de cette table, mais bien avant, un dernier tour de passage, et pour que chacun puisse donner, chacun des panélistes, en moins d'une minute, ou une minute maximum, donner sa conclusion sur ce panel. En fait, je voudrais juste dire que c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de l'État, mais je pense que les choses ont commencé, parce que les choses ont commencé au niveau de l'éducation nationale. C'est ça, non? Voilà, il y a eu des choses, voilà, même si ce n'est pas encore ce qu'il faut, mais il y a vraiment des initiatives qui se font au niveau des différents ministères pour que la situation évolue. Et la loi, même si on dit que nul n'est censé ignorer la loi, on a tous conscience qu'on ignore la loi concernant le handicap. Donc merci de nous faire des copies de la loi pour qu'on puisse bien la lire et voir comment est-ce qu'on peut s'engager dans un véritable combat pour l'amélioration de la situation. Merci. Merci, docteur. Madame Kéfé, une minute pour crier. Pour crier votre passion, votre niveau. Voilà. Alors, moi, je voulais inciter les parents d'enfants à besoins particuliers à ne pas baisser les bras. Parce que c'est vrai, moi je veux bien faire, mais je suis sûre. Si vous ne venez pas avec moi, avec elle, avec l'autre, avec les gens du droit, moi seule, je ne serai pas entendue. Vous voyez, donc c'est ensemble qu'on pourra faire quelque chose. Merci. Merci. Ensemble, on va bien loin, dit l'adage. Docteur, à vous pour le mot de fin. Oui, merci. D'abord, je réitère mes excuses. Ensuite, j'observe que le panel n'est pas suivi de questions, ce qui n'est pas... Les questions vont arriver, mais c'est magnifique. Mais je voudrais dire ceci, c'est que tout à l'heure, au partage, vous avez remarqué qu'il y a des dispositions juridiques qui existent, etc. Donc ça veut dire qu'en fait, on a des droits, mais que nous ignorons. Il appartient aux sorties d'ici que les organisations qui existent sur la question se mettent ensemble, en réseau si possible. Et puis vous faites la démarche qu'il faut, prendre un bon rendez-vous avec M. le ministre. Il va voir des leaders d'associations. Vous lui posez le problème. Si vous n'êtes pas satisfait, allez-y au Premier ministre. Et même allez-y au chef de l'État. Vous avez les droits. Si vous ne faites rien, personne ne viendra les faire à votre place. Maintenant, vous ne prenez pas seul, vous venez au CNDH. Ça veut dire que le CNDH devrait pouvoir vous accompagner. Il y a la FIDOC qui peut vous accompagner. Former un bon réseau, rencontrer des autorités. Et puis un matin, si ça ne marche pas vraiment, on décide de faire une petite marche qui n'est pas méchante. Mais voilà. Merci. La marche ne sera pas méchante du tout. Alors, merci à vous, à chacun, d'avoir participé. Nous allons maintenant donner, on va dire, 2 questions, compte tenu du temps, 2 questions pour pouvoir clôturer ce panel. Allez-y, madame. Bonjour, je suis madame Mills. Je suis la directrice du Centre d'accompagnement médico-professionnel pour déficit intellectuel qui accompagne des jeunes qui ont entre 14 et 30 ans. Nous les formons à des métiers du tertiaire. Je pense que vous avez vu passer quelque part qu'on en a déjà mis 2 en stage depuis 15 jours à ce dossier. Donc, je suis aussi éducatrice spécialisée, mais formée
à l'IRTSE, qui est l'Institut régional du travail social en France. Depuis 2 ans, je suis là. Et je voulais vraiment, quand M. Boga parlait, ça m'a plu parce que moi, j'ai été éduqué dans les lois françaises. Nous avons des lois. Et je peux vous dire que quand je suis arrivé il y a 2 ans en Côte d'Ivoire, la première chose que j'ai faite, c'est de savoir quelles étaient les lois sur le handicap. Je me suis rendu, je pense que c'est la DPPH ici, c'est ça. Je suis allé leur demander quelles étaient les lois de la Côte d'Ivoire sur le handicap. Vous savez ce qu'on m'a dit? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent nous demander ça ici, j'ai été choqué. Monsieur Boga vous a dit tout à l'heure, appuyez-vous sur les lois. Ce sont les lois des Nations Unies. La Côte d'Ivoire y a ratifié. Ce sont vos lois. Madame Kefolo a dit, les premiers acteurs du handicap, c'est bien vous les parents. J'ai organisé une marche, l'autisme, et une marche pour la trisomie 21. Il y en avait une qui était prévue aujourd'hui, mais elle est prévue, je veux faire une marche combinée le 2 avril prochain. Il va falloir que vous vous leviez vous-même, parce que vous êtes les premiers concernés. D'être venu malgré tout, Madame Kefolo, merci pour tout ce que vous faites pour les parents désespérés, mais qui croient fortement en vous. Nos enfants grandissent sous votre regard. Docteur, vous êtes notre partenaire de tous les jours. Vous êtes à l'autisme et nous venons de vous recruter pour la trisomie Bondwell parce qu'elle a eu un prix reconnu pour vraiment son engagement à accompagner les enfants qui ont un déficit intellectuel. Merci. Et donc voilà, je vais déclarer lever cette table ronde. Je vous prie d'ovationner les panélistes.